Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Parentalité, on en parle. Je suis Cécile Simoneau, consultante en parentalité, coach en développement personnel et reconversion professionnelle. Et nous allons être ensemble pour une petite heure pour parler d'un sujet au cœur des familles et pourtant trop peu abordé. Comment les papas peuvent prendre pleine possession de leur rôle dans l'éducation des enfants, dans leur parentalité finalement. Parce que c'est pas une maternité, c'est bien une parentalité, donc c'est bien que les deux sont concernés. Et pour répondre à cette question, mon invité du jour, ami de longue date et puis homme qui a eu une grande importance dans ma vie de mère car il m'a accompagnée pour mes premières grossesses, je vous présente Alain Honoré qui va un peu expliquer quel est son métier au quotidien et puis quelle est sa sensibilité vis-à-vis de cette question. Alors Alain Honoré, donc maïeuticien sage-femme, depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, ayant fait aussi tout au long de ces 30 ans beaucoup de formations diverses et variées autour de la communication, autour de la parentalité. Voilà, je me suis aussi posé beaucoup de questions et aujourd'hui je suis ravi d'être avec toi pour partager. Alors je ne suis pas un donneur de leçons, surtout pas, mais en tout cas de réfléchir aux pistes que l'on peut apporter autour de cette parentalité. C'est bien dit comme ça. Hein, c'est vrai qu'on parle de maternité, on n'a pas de paternité, mais c'est parentalité. Ouais. Et alors c'est exactement pour ça que je t'ai choisi pour ce sujet, parce que justement je veux pas ici vous savez qu'on n'est pas dans un mode donneur de leçons, non. Mais on est plus dans un mode de partage. Et tu es aussi papa de 4 enfants, donc à la fois en tant qu'homme, en tant que père, tu as pu vivre des choses qui t'ont fait prendre conscience aussi de certains mécanismes. Et en tant que professionnel, je sais que tu es très sensible à justement cette implication des papas dans l'accompagnement des enfants dès la grossesse. Oui. Que tu fais beaucoup d'actions justement en ce sens. Tout à fait. Et c'est justement pour ça que ça me faisait plaisir d'en parler avec toi aujourd'hui. Donc, pourquoi ce sujet? Parce que moi, en tant que consultante en parentalité, en tant que mère aussi, faut être honnête, je me suis aperçue que ces dernières années, les mamans, elles se sont quand même beaucoup emparées en fait de ce côté éducation des enfants. Alors, on va dire, mais non, mais c'est pas nouveau. En fait, toujours les mamans ont été plus présentes. Oui, sauf que maintenant, je trouve qu'il y a une démarche, beaucoup de diffusion au niveau des réseaux sociaux, qui est souvent, de façon subliminale, qui exclut les papas. Donc, on parle beaucoup de la charge mentale de la maman, on parle beaucoup, qui est une réalité, hein. Allez, moi, la première, j'ai 2 enfants, c'est pas ça. L'idée, c'est pas de jeter la pierre à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre, mais de comprendre finalement que des fois, ce qu'on va reprocher au papa, nous, en tant que mère, on en est à l'origine. Parce que, à force de prendre toute la place, la personne, elle n'a jamais l'occasion de s'expérimenter, d'être en situation, et donc, forcément, on la met en situation, elle ne sait pas faire. Mais parce que, est-ce qu'on lui a fait confiance pour le faire avant? Oui. Pas forcément. Alors il y a quelque chose alors je fais effectivement des ateliers spécial papa, futur papa, et effectivement souvent une des choses déjà que j'explique, parce que c'est peut-être important de le resituer, quand on regarde au niveau temporel, les hommes ont commencé à s'impliquer, allez, on va être un peu généreux, on va dire 40-50 ans pour les tout premiers, qui ont commencé à s'impliquer plus et à la fois dans la maternité et à la fois dans l'éducation des enfants. Donc là, on est sur 20-30 ans chez nous aux Antilles. Et puis, il y a quelque chose quand même d'important à dire, c'est que ça n'a rien d'automatique et d'évident. Et en plus de ça, je dis souvent, c'est extrêmement culturel. C'est-à-dire que on fait aujourd'hui comme si les mecs ils doivent aller au boulot là, ça y est, vous êtes des hommes, vous êtes des papas, ouais, mais sauf que culturellement c'est hyper nouveau, c'est aussi très occidental, parce que quand j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu dans certains autres continents, c'est pas du tout de la même façon en tout cas que ça se fait. Donc il faut déjà bien poser le truc que c'est pas automatique, c'est pas de l'inné, c'est pas du naturel, c'est vraiment culturel, et c'est donc une trajectoire, c'est donc une réflexion, c'est donc du travail, c'est de la patience, etc., et de la volonté et du désir aussi de s'impliquer. Bien sûr. Donc c'est ça, pour moi, c'est vraiment une base de réflexion déjà.
Ce qui va permettre ensuite d'aller petit à petit, pied à pied, petit pied par petit pied, vers cette parentalité, vers cette paternité, puis cette parentalité et ou en même temps. Donc effectivement, pour les hommes, il va falloir aussi accepter ce trajet. Alors, il y a quand même effectivement de plus en plus de jeunes hommes qui accompagnent leurs femmes, qui viennent en préparation à la naissance, de gré ou de force d'ailleurs. De gré ou de force. En général, oui, des fois il y en a qui sont le lobe de l'oreille est un petit peu rouge. Non, mais en tout cas ceux qui viennent et qui partagent, ont aussi une envie d'entendre, d'écouter et puis de comprendre un petit peu tout ce qui se passe, parce que c'est quand même un monde un peu particulier, hein, ce devenir père, cette parentalité là qui se découvre avec en plus de ça, il y a quelque chose d'important qui est, mais quelle est mon histoire? Exactement, c'est ce que j'ai d'ex-petit garçon. Quelles sont les blessures que ça réveille? Quelles sont les blessures que ça réveille? Qu'est-ce que j'ai eu qu'ai-je eu comme modèle? Enfin, si tant est qu'il y ait eu modèle, il y a souvent pas eu est-ce que j'ai eu un père ou un papa déjà? C'est pas forcément la même chose. Est-ce que j'en ai eu un déjà? Parce que il y en a pas eu non plus. Seulement. Ou est-ce que j'ai eu qu'un géniteur? Donc ça fait beaucoup de questions compliquées. Et il faut déjà un peu mettre tout ça un minimum à plat pour ensuite doucement aller vers cette. Et j'ai envie de dire aussi, qu'est-ce que la société me renvoie par rapport à ce rôle, parce qu'on sait bien que dans quel que soit le domaine, on pense et entre guillemets on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si tant est qu'on soit entouré que de personnes qui soit n'ont pas d'enfants, soit en fait sont séparées, qui en fait balayent ça d'un revers de la main en disant elles ont qu'à s'occuper ou quoi, forcément ça va être encore plus difficile d'aller en fait imposer son avis en disant non c'est normal, etc. Alors que déjà, comme tu l'as très justement rappelé, et ce rappel est extrêmement important, chez les mamans c'est un changement physiologique, et déjà en tant que mère, on sait bien que ça n'est pas évident, malgré le fait que ça vienne de chacune de nos cellules. Alors pour un papa qui ne vit pas cette transformation physiologique, c'est encore plus difficile pour eux. Ils l'ont un petit peu quand même. La couvade existe. Hein, et elle peut exister, mais elle est pas obligatoire. Pas obligatoire, mais quand même. En fait, les hommes qui s'impliquent, alors, un petit peu. On est d'accord, mais c'est bien ce que je dis, c'est que déjà, il faut mettre du sens aussi sur la couvade. Et oui, c'est ça. Oui, on peut prendre un peu de poids. Et puis, ça me fait aussi penser que un homme qui va pouvoir s'impliquer un peu plus auprès de sa compagne dans cette paternité naissante, il doit aussi accepter sa part féminine. Exactement. Et ça aussi, c'est encore un autre volant de la dynamique qui est pas toujours évident, parce qu'en fait, si je suis un gros macho, c'est un peu bon. En général, je suis un gros macho, je vais pas à la séance de prépa, j'accompagne même pas ma femme à l'écho ou chez le gynéco ou chez la sage-femme. Mais en tout cas, c'est d'accepter que oui, j'ai cette sensibilité, en plus féminine ou plus vénusienne, pour utiliser Mars-Vénus que j'aime beaucoup. Et puis c'est d'accepter ça, et puis doucement de dire moi je leur dis oui les gars, c'est super, félicitations, si vous êtes assis là dans un groupe de papas, alors au-delà de la curiosité, c'est que vous avez accepté un minimum votre part de féminité, et que c'est super, et que on va aussi travailler gentiment, doucement avec tout ça, et que y a rien d'acquis, il y a rien d'obligatoire, il y a rien de il faut, il y a pas de il faut, il y a un cheminement. Alors déjà par rapport à ça, merci et bravo à tous les papas qui ont déjà fait ce chemin. L'idée n'est pas de mettre tous les papas dans le même sac, ni toutes les mamans. C'est pas du tout l'idée de l'émission. L'idée, c'est de comprendre qu'effectivement, il y a des tendances majoritaires, on va dire, et d'essayer de comprendre pourquoi. Moi, j'ai envie de dire aussi par rapport à ce que tu viens d'expliquer, du côté de la maman, de comprendre aussi pourquoi on a été attiré par ce type d'homme et pas vers un autre qui aurait pu être plus paternant, plus protecteur. Quelle est notre histoire aussi en tant que fille, en tant que femme, et pourquoi c'est avec cet homme-là précisément qu'on a décidé volontairement ou pas, finalement, d'aller procréer. Donc, je trouve que les deux comtés sont importants à prendre en compte dans la compréhension du processus, parce qu'il y a des hommes qui peuvent se retrouver là sans l'avoir non plus vraiment choisi. C'est une réalité, dire que c'est arrivé là, mais
est-ce que c'était une démarche vraiment volontaire, conscientisée, ou est-ce qu'en fait c'était... Est-ce que j'étais entre guillemets un objet de reproduction et donc forcément le contexte ne peut pas être le même, quoi. Non. On est d'accord que je disais il y a quelques jours en discutant avec un groupe, en fait quand on pose la question est-ce que vous avez fait cet enfant en toute, enfin c'est pas dit comme ça, mais on s'aperçoit que la toute conscience de j'ai décidé de faire un enfant machin, c'est relativement rare. Oui, c'est ça. Ouais. Et ça je le dis parce que c'est important parce que des fois on peut culpabiliser. Oui, ça arrive que on est dans la rencontre, on est dans l'émotion, on est dans la sexualité, et puis pouf, il y a un enfant qui arrive et alors c'est pas qu'on le veut pas, mais il n'était pas dans une conscience de désir, etc. C'est un peu ça que je voulais soulever. Et ça, c'est super important d'accepter que, encore une fois, on a un chemin à faire. Oui, effectivement, je peux reconnaître que j'étais pas dans ce désir majeur, conscient, volontaire. J'avais certainement un désir un peu inconscient, parce que si je me suis pas protégé, c'est que il y a quand même un désir inconscient. Et donc, c'est encore une fois toutes ces petites choses-là qu'il faut poser, accepter pour pouvoir doucement aller vers cette paternité, cette parentalité. Ce que je trouve aussi important de conscientiser, alors autant du côté du papa que de la maman, ça vaut pour tout le monde, c'est aussi se demander en fait quelle est la raison pour laquelle nous voulons un enfant. Est-ce que c'est une compensation d'une blessure et un remplissage de notre vie affective? Parce que le rapport qu'on va avoir à l'enfant va être complètement faussé, on va dire, parce que c'est une compensation de quelque chose, ou est-ce que c'est la suite d'un cheminement, d'une volonté d'évolution, de transmission, et forcément l'équilibre qui va se créer à la naissance de l'enfant et le rapport que la mère pourra avoir, ou le père d'ailleurs, ça peut arriver des deux côtés, sera totalement différent, et forcément la place qu'on va laisser à l'autre sera aussi bien sûr différente. Si, admettons, on est dans une maman qui a peu ou pas de famille, qui est dans un besoin de remplissage affectif parce qu'elle se sent besoin de quelqu'un aimé qui l'aime, etc., va peut-être avoir une tendance à moins partager, entre guillemets, et à être beaucoup plus sous l'ultra-contrôle, de peur de perdre cette source d'affection. Et donc, ça va déséquilibrer aussi la place que le père aurait eu besoin de prendre dans cette parentalité, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que le contexte émotionnel, je vous invite vraiment à y réfléchir entre vous et vous-même. Vous n'êtes pas obligé de le partager. L'idée, c'est de vous mieux comprendre en fait le cheminement pour comprendre aujourd'hui où vous en êtes dans votre couple, parentalité. Alors moi je suis complètement d'accord avec toi. C'est très chouette. Après, quand on regarde la complexité de tous ces changements liés au démarrage de la grossesse, tout au long de la grossesse, plus après la relation à l'homme géniteur devenant un papa, un père, je sais pas si elles ont le temps de se poser ces questions-là. C'est ça qui est compliqué. Et puis ensuite, il y a cette complexité de l'entourage familial, la maman, la belle-maman, les tatis qui vont venir, plus les copines, qui vont venir influencer. C'est compliqué. C'est vrai que elles ont et ils ont beaucoup de choses à réussir à mettre à distance pour aller s'écouter eux-mêmes. Ça, c'est pas évident. C'est pour ça que les groupes, je trouve, sont intéressants. Les groupes de parole, les groupes de discussion, ou les groupes WhatsApp éventuellement aussi, où ce sont des gens qui ont en commun d'être dans ce cheminement du moment, ou en tout cas un jeune papa de quelques semaines, quelques mois ou quelques années vont pouvoir se partager, se dire des choses. Mais c'est vrai que c'est pas très simple cette paternité là à mettre en route. Et par rapport à tout ce qu'on partage, est-ce que tu es d'accord avec moi que la façon dont on va éduquer nos petits garçons aussi aujourd'hui va énormément impacter leur façon de voir. Moi par exemple, combien de fois j'ai pu entendre quand mes enfants étaient à la crèche, donc maintenant ils sont plus à la crèche depuis longtemps, mais j'ai pu entendre dire une tati qui voit un enfant jouer avec un poupon, tu joues à la maman. Mais non, je joue au papa. En fait, s'occuper d'un enfant, c'est pas jouer à la maman. C'est en fait un petit garçon aussi, le fait de le laisser jouer avec une poupée, de dire bah oui, c'est normal qu'il s'occupe d'un poupon parce que c'est aussi comme ça qu'il va apprendre à être papa par la suite, à prendre soin aussi des plus petits, va énormément déjà impacter le cheminement dans son développement
d'homme, quoi, on va dire, de façon générale, et donc forcément son approche de la parentalité par la suite. Tout à fait. Donc déjà, un message qu'on transmet à nos petits garçons dès maintenant, il y a forcément des choses qui vont se jouer, quoi. Bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il y a cette connotation très genrée qui peut poser problème aussi, qui vient rajouter encore aux choses. J'aime pas le mot problème, on va dire de choses délicates qui nécessitent de trouver des pistes, des solutions, des réflexions, mais ça nécessite ça. Il y a vraiment, enfin, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a tellement rien d'inné, de naturel et de normal dans tout ça que voilà. Et ça, c'est important. Je trouve que les hommes, les femmes entendent que je me répète, mais c'est vraiment accepter qu'il y a un cheminement, qui soit des fois lent. Et puis chacun a son rythme aussi. J'entends souvent quand ça arrive malheureusement un peu souvent, mais que des hommes lèvent le pied dans la grossesse ou disparaissent ou sont en difficulté dans cette relation et dans cette projection de devenir le papa ou le père de cet enfant. Et souvent, je dis aux dames, essaye de laisser, même si t'es un peu froissé, blessé, fâché, etc., laisse une petite porte ouverte parce que ils ont aussi besoin de cheminer. Des fois, ce sera pas pendant la grossesse. Alors j'entends mais c'est moi qui en bave, etc. Je dis ok, oui, c'est vrai, ça mais laisse un peu d'espace parce que il est fort possible. Quand l'enfant paraît, comme disait Dolto, quand l'enfant paraît, c'est une autre énergie qui se passe. Il y a un autre regard. Ils ont besoin de concret, de grandir aussi dans leur pour ensuite revenir vers l'enfant. Alors après, il faut pas aussi confondre, ça c'est les relations. Il y a la relation couple homme-femme, puis il y a la relation parentale qui doit se créer. Et souvent c'est tellement mélangé qu'on a du mal. Mais ça c'est important. Je vais peut-être le dire plus clairement. Il y a, je suis fâché avec mon copain ou ma copine. Je suis enceinte. Il a disparu, ou en tout cas il est froid ou il est distant. Ça c'est mon problème de couple. L'enfant qui est là, il va arriver et puis à un moment donné, peut-être cet homme aura envie de rentrer plus dans sa fonction paternante. Et j'espère qu'il y aura un petit peu de place pour ça parce que c'est pas parce qu'à un moment donné il n'a pas été très à l'aise ou pas très bon, pas très ceci ou cela, que dans quelques mois ou quelques années il n'aurait pas droit à développer et mettre en route. Voilà. Ça c'est de laisser de la place. C'est pas simple. Alors c'est vrai aussi, il y a quelque chose que j'ai remarqué beaucoup dans l'accompagnement que j'ai pu faire dans les familles ou même dans des conférences sur ces thèmes-là, parce que la cohérence éducative, c'est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre ou qui intéresse beaucoup de monde. Et en fait, ce que je disais souvent aux mamans, si vous attendez que le papa soit une deuxième maman, ça ne peut pas aller. En fait, son rôle n'est pas d'être le double de votre clone. L'enfant, il n'a pas besoin de ça. Non. Il a besoin d'un papa qui est papa. Alors, selon toi, Alain, du coup, après peut-être que c'est quoi être papa? C'est quoi le rôle du papa précisément? Même si cette question est un peu piège. C'est une question. Un peu piège. Mais dire, en fait, bien sûr, le papa et la maman ont vraiment deux rôles distincts. Alors, distinct et en même temps, dans les premières semaines, il peut y avoir, je veux dire, un homme qui va faire du pot à pot, câliner son enfant, changer les couches, donner le bain, etc., qui sont traditionnellement beaucoup de choses qui ont été dévolues aux femmes en disant ça. En fait, non, un homme peut très bien s'occuper de son petit, donc paterner, on va l'appeler comme ça, plutôt que dire materner. Ce qu'on appelait, c'est materner, mais en fait, il va paterner son petit. C'est-à-dire que les gestes qu'il va faire dans le bain, etc., ce sont des gestes à lui, pas des gestes imités d'eux. Il va faire son bain à sa façon, il va mettre la couche à sa façon, peut-être à l'envers, n'est-ce pas, ça te rappelle quelque chose. Voilà. Et puis, s'il la met à l'envers, madame, c'est pas grave, l'engueulez pas. Et c'est lui, le papa, j'avais eu l'occasion de dire ça. Oui, elle est à l'envers la couche, c'est pas grave, mais c'est moi le papa qui l'ai mise et c'est pas grave. Puis qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, ça marche quand même. Voilà. Et donc, c'est ça. Et puis, ça va être aussi de développer de la patience, de l'écoute, être
papa, en tout cas dans une dynamique où on est à 3 au minimum, donc papa, maman, le bébé, ça va être aussi d'être autour de cette dynamique à 3, dans l'écoute de sa compagne, parce que des fois elle a besoin de se plaindre, mais c'est pas forcément se plaindre pour se plaindre, c'est parce que elle a besoin d'être entendue, de la décharge émotionnelle. Et puis ça va être aussi de pouvoir dire attends, laisse-moi le petit, je m'en occupe, repose-toi. Ouais. C'est aussi des éléments comme ça qui font qu'on devient aussi le papa. Alors je me permets de t'interrompre, c'est important ce que tu dis. Moi je me rappelle quand j'ai eu ma fille, donc je l'allaitais. Et en fait, moi, j'ai eu 2 enfants qui ont beaucoup tété, vraiment. Et moi, j'avais très peu de réserve de mes grossesses, j'ai pris très peu de poids. Et du coup, j'étais vraiment tout le temps à flux tendu en termes d'énergie. De poids, ouais. Et je me rappelle que dans les premières semaines, au moins, en fait, donc ma fille, je la mettais au sein. Et en fait, pendant qu'elle tétait, mon mari me donnait à béquer. À manger. Parce que sinon, j'avais des vertiges, j'avais tendance à m'évanouir, etc. Et en fait, je me disais, mais en fait, c'est formidable, quoi. Lui me nourrit et moi, je la nourris. L'enfant, c'est joli, c'est un joli. Et après, elle le nourrit d'amour parce que après, du coup, c'était un bébé très zen et après, elle était complètement détendue pour des moments de câlin ou de jeu avec son papa, quoi. Et donc, ce qu'on disait, c'est ça aussi, c'est de dire trouver l'équilibre permanent entre la situation. Quelle est la place que chacun peut prendre pour se sentir bien et puis assurer l'harmonie globale. Tout à fait. Et en fait, il y a pas une réponse. Non. Il y a une réponse à chaque instant, à chaque personne. L'idée, c'est pas de juger. Et puis, j'ai envie de dire aux mamans, pour le coup, c'est un peu comme les enfants. Si on est tout le temps en train de reprocher le résultat et qu'on n'encourage pas la démarche, la personne va se décourager et elle va être plutôt en disant je préfère rien faire parce qu'en fait, quoi que je fasse, il y a des critiques. Donc, mesdames, peu d'indulgence. Si vous ne laissez pas l'opportunité au papa de s'entraîner, de mettre la couche à l'envers et de s'en apercevoir qu'en fait, c'est mieux de la mettre à l'endroit ou de trouver la façon dont il a envie de porter l'enfant ou quand ils grandissent, des jeux qui en fait, ce sont les jeux que lui va faire parce que peut-être que le jeu, il est plus à l'aise en faisant du sport avec l'enfant et que vous êtes plus dans quelque chose de manuel. Mais c'est OK en fait. On n'est pas obligé de faire pareil et c'est ça la richesse aussi. Et ça me fait aussi penser à quelque chose. Je reviens plus moi un petit peu dans les débuts parce que c'est souvent là que se posent certaines bases. De rassurer aussi un peu les hommes et les papas, parce que souvent on a ce truc, c'est-à-dire que la maman effectivement si elle allait, dès qu'elle prend l'enfant, elle a quelque chose à lui mettre dans la bouche, donc du coup c'est plus facile. Quand il pleure, je veux dire au papa que un bébé, si votre bébé pleure dans vos bras, j'ai presque envie de dire c'est bon signe. Et ça en sécurité. Parce que du coup, il a suffisamment, il sent peut-être un espace sécuritaire pour pouvoir s'exprimer. Je rappelle que les pleurs sont un langage. Et que c'est vrai que il faut faire un petit peu la paix à l'intérieur de soi qu'un enfant qui pleure, c'est pas parce que il est en danger majeur. Alors bien sûr, on vérifie que la couche est propre, qu'il a pas faim, qu'il respire, etc. Mais une fois qu'on a vérifié ça, il faut savoir qu'un bébé qui pleure, c'est aussi, il est en train de s'exprimer et qu'on a le droit aussi de l'accompagner. On n'est pas obligé de le faire taire. Je les embête les mamans avec une totote ou avec un sein dans la bouche parce que des fois il veut s'exprimer, mais comme on lui met un truc dans la bouche, il peut pas s'exprimer. Et du coup, il y a beaucoup de papas qui non mais moi il pleure dans mes bras, donc attends, reprends-le. Non, peut-être qu'il pleure dans tes bras parce que là il a l'espace de pleurer. Et ça c'est vraiment important que les hommes entendent ça. Et puis à ce moment-là, peut-être changer de pièce, trouver un système de portage sur moi j'aime bien l'arbre, le bébé, le tigre dans l'arbre, c'est le bébé sur l'arbre. Des petites choses comme ça où effectivement et puis parler beaucoup à l'enfant, au bébé. Pas le saouler non plus, mais mais quand même lui parler, lui dire tu vois j'essaie de on apprend à se connaître, comme m'avait dit une patiente une fois, on est tous stagiaires, bébé est stagiaire, papa est stagiaire, maman est stagiaire, donc on est 3 stagiaires, donc on a le temps d'apprendre. Et puis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi, bien évidemment, mais communication, relation, c'est-à-dire que de pouvoir se parler l'un et l'autre. Alors c'est sûr que quand la relation est déjà un peu en difficulté, ça rend les choses plus complexes, mais
se parler d'homme à femme, de femme à homme, pour pouvoir, alors pas forcément se mettre d'accord parce que ça c'est un truc, ça n'existe pas. Enfin, mais juste de trouver un consensus, de trouver les besoins des uns et des autres pour tenter de les équilibrer. Ce qui fait que si vous êtes un tout petit peu plus en équilibre, le bébé il va aussi pouvoir être plus à l'aise parce que il capte. Il capte, il scanne tout ce qui se, voilà. Ouais. Donc toutes les émotions. Donc tenter, alors pas de faire disparaître les émotions parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais au moins de les nommer et puis d'accepter qu'on en a, qu'on se sent, voilà, de les accueillir, ce qui va permettre souvent au bébé aussi d'être un peu plus tranquille dans les bras de son papa et ou de sa maman. Et puis la petite info neuroscience, du coup, c'est que souvent, parfois la divergence éducative, elle peut venir du manque d'empathie que peut avoir le papa en disant ouais, c'est bon, il pleure encore, faites-le taire ou machin. Ouais. Alors je rappelle qu'en fait, on parle beaucoup de l'ocytocine comme étant l'hormone de l'amour, mais quelque chose qu'on oublie trop souvent de dire, c'est la présence des récepteurs à ocytocine qui en fait se développent tout au long de la vie. Ça c'est quand même la bonne nouvelle. Et à chaque fois qu'on reçoit de l'empathie, nos récepteurs à ocytocine augmente en nombre et en efficacité. Et quelqu'un qui n'a jamais reçu d'empathie n'a pas de récepteur à ocytocine ou extrêmement peu et très peu efficace et du coup lui-même pas capable d'empathie. Donc, mesdames, c'est un bon investissement sur votre équilibre futur familial que dès que c'est possible d'offrir de l'empathie à votre enfant, bien sûr, et aussi à votre mari en disant ah oui, je me sentais stressée, ah oui moi aussi ça m'aurait fait peur ou effectivement, c'est pas évident. Moi non plus, je sais pas faire. Moi aussi. Ouais. En fait, ce côté empathique permet à la fois de faire redescendre la pression globale, et c'est un investissement parce que ça permet le développement des récepteurs à ocytocine. Et du coup, la fois suivante, ou l'inverse d'ailleurs. Là, c'est un peu cliché ce que je dis, mais parce que c'est souvent ce que je peux avoir dans les clients que j'ai pu avoir, mais ça marche dans les deux sens. Il y a des fois, il y a des hommes qui vont être beaucoup plus patients que certaines femmes. Bon, je veux pas enfermer chacun dans une case, mais de dire en fait, à chaque fois que votre partenaire du coup, manque d'empathie, de patience, offrez-lui de l'empathie, vous investissez sur le futur et à votre enfant pareil. L'empathie, ça peut être aussi de féliciter. Aussi. Oui, alors féliciter version c'est super ce que tu fais, merci de m'aider parce qu'en fait là aussi les hommes ont pas forcément reçu ça. Non. Et là tout d'un coup ça fait du bien de savoir que même si c'est un petit quelque chose, même si c'est juste la vaisselle qu'il a faite, même si c'est normal qu'il fasse la vaisselle. Il y a une médaille en plus. Je te remercie d'avoir fait la vaisselle. Ce petit remerciement comme dit Mars et Vénus, le poisson qu'on donne à l'homme, au dauphin. Les dauphins sont jamais rassasiés. Mais c'est important parce que ce sont ces petites choses-là, quand elles sont pas faites, qui mettent beaucoup de sable de charge mentale, mais de sable dans la relation et que la relation est complexe. Oui, tout à fait. Mais vraiment, la petite subtilité, c'est que la gratitude, oui, bien sûr. Les félicitations, j'ai envie de dire attention, pas que ça soit en forme ascendante. C'est plus gratitude, alors c'est vrai. Oui, plus gratitude, j'aurais utilisé parce que le côté cette gratification ascendante en disant bravo, c'est bien. C'est pas ça. Ça peut être à double tranchant, mais en disant franchement merci pour la patience que tu as eue ou merci d'avoir pris le relais, merci d'avoir fait ça, comme ça je peux aller me reposer. C'est vrai, plus en mode gratitude, je trouve ça plus constructif. Je suis d'accord avec toi, bien sûr. Voilà, et c'est vrai qu'on a tendance à dire quand ça va pas, et trop peu quand ça va, et c'est dommage parce que c'est ça qui nourrit. Et je rappelle que pour une parole négative, il faut 5 paroles positives pour à peu près rééquilibrer pas réparer, mais rééquilibrer un peu l'ambiance. Donc, tu peux le répéter là? Donc une parole négative, donc une critique ou machin, 5 choses positives pour rééquilibrer. Donc absolument. On n'en a jamais assez. Parce que les critiques, on les fait un peu trop facilement. T'as oublié ci, t'as pas fait ça, mais t'as fait trop mal, mais regarde l'enfant, t'as pas... Bon, voilà. Et par contre, les choses positives, attends, mais il veut pas une médaille quand même, mais c'est normal. Moi, je le fais tous les jours et on me dit rien. Mais non, réfléchissons autrement. On ne leur dira jamais assez, le changement, il vient de nous, de la façon dont on aborde les choses. Alors, tout à l'heure, hors antenne, je disais justement à Alain, est-ce qu'on veut trouver des coupables ou est-ce qu'on veut trouver des solutions? Tout à fait. Ça, c'est une très, très jolie phrase. Voilà, vraiment, dire la vaisselle, elle n'est pas faite. Est-ce que si on pend la personne qui n'a pas fait
la vaisselle. La vaisselle sera toujours là. La vaisselle sera toujours là et il n'y aura plus personne pour la faire. En plus. Alors que si on est dans un mode trouver des solutions, oh zut, elle n'a pas été faite, ça me crée un stress de la voir. Comment on s'organise? Ouais. Est-ce que tu peux la faire là? Est-ce que tu peux la faire? Ouais. Est-ce que bon, voilà. Après le match ou avant le match? Ouais. Bon, d'accord. Pendant le match, on change non, pendant le match, à la mi-temps, Non, mais en tout cas. Mais en fait, voilà, la démarche, elle est beaucoup plus constructive. Et quand on change ce paradigme de dire, on arrête de trouver des coupables. En fait, c'est pas intéressant. On est là pour trouver des solutions, pour avancer ensemble, et pour aussi se rappeler qu'on est tous en train d'apprendre. Ouais. Les mamans ne savent pas mieux que les papas être maman. Non. Aussi, on apprend. Tout à fait. Et c'est aussi de la volonté, de la persévérance. J'avais un ami, au début où j'étais maman, je me rappelle, qui m'avait dit ah mais oui, mais en fait, moi, je laisse ma femme gérer parce que moi, quand je m'occupe de l'enfant, il pleure. Mais tu crois que quoi? Mais nous aussi, il pleure quand on s'en occupe. Mais en fait, on persévère, on essaye de comprendre, on accueille, on fait la paix avec nos propres émotions. C'est ça. Et c'est comme ça. Et en fait, il m'avait dit mais j'avais jamais vu ça comme ça. En fait, il ne s'était jamais rendu compte à quel point pour une femme aussi, c'est demander ce chemin-là, et que pour lui, comme c'était plus facile et naturel, bon, autant la laisser faire. Mais non, tout à fait. Ça demande une vraie volonté. Ouais. Et dans la même idée aussi, j'aime bien rappeler que on est une équipe. Ah ouais, complètement. Et de se rappeler qu'on est une équipe, et de se poser la question, est-ce qu'on est une équipe? Mais une équipe, c'est un peu comme le basketball ou le foot, une vraie équipe, c'est-à-dire qu'on se fait des passes, on est dans la même équipe, on a le même objectif. C'est pas un match de tennis ou un match de boxe où c'est l'un contre l'autre. C'est une équipe et on doit se faire des passes et on doit travailler ensemble. Mais c'est une vraie question à se poser. Est-ce qu'on est une équipe ou pas? Parce que si on est tout le temps en train de s'engueuler, tout le temps en train de se faire des croche-pattes, peut-être qu'on n'est pas vraiment dans une équipe. Exactement. Et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles ça marche pas bien, ou pas trop. Donc, posez-vous cette question. Je le dis en face de la caméra. Posez-vous la question, est-ce qu'on est dans une équipe? Et quand ça va pas, rappelez-vous ça. On est en équipe ou on n'est pas en équipe? Parce que là, la façon dont on se parle, là, on n'est pas en équipe. T'es en train de me tacler, t'es en train de Donc, non, on est en équipe et on va tenter. Et c'est là qu'on peut aussi demander à s'excuser, et puis dire bon écoute, on va essayer de trouver des solutions, pas des coupables. J'aime beaucoup cette métaphore parce que effectivement ce paradigme de se considérer en équipe et pas en concurrence, en fait c'est pas le concours du meilleur parent. Non, ça c'est clair. mais ça arrive souvent, hein. Ça arrive souvent, même y compris entre mamans, hein, sur les réseaux, moi je le vois un peu. Moi j'ai fait ça, maman parfaite. Non, en fait c'est pas un concours, hein. C'est comme on cherche des astuces pour tous trouver un équilibre, une sérénité, quoi. C'est plus ça l'idée. Et je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire justement. Oui, donc par rapport à l'équipe. J'aime beaucoup cette métaphore parce que ça rappelle aussi l'importance qu'en fait, dans une équipe, chacun a son rôle. On n'est pas tous gardiens de but. Non. Si on est tous dans les cages, il n'y a personne qui va aller marquer des buts. Et si on est tous attaquants, il n'y a personne qui va défendre. Donc j'aime beaucoup cette métaphore pour aussi ce côté-là. Et une vraie équipe qui fonctionne, c'est quand chacun est pleinement conscient de son rôle et est capable d'aller juste un tout petit peu au-delà si on sent l'autre en difficulté, mais de revenir à sa place et vice-versa. Et c'est comme ça qu'une vraie équipe, en fait... de temps en temps, on peut aussi changer de place. C'est-à-dire qu'on peut jouer gardien de but et de laisser l'autre aller marquer un but. Et encore plus loin pour la métaphore, j'adore cette métaphore, c'est aussi une équipe, elle s'entraîne. Oui. Les footballeurs, vous croyez, ils claquent pas des doigts et ils sont sont professionnels. Ils sont entraînés des heures et des heures. Être parent, c'est aussi, on devrait avoir une école des parents, on devrait vraiment être formé, c'est vraiment un métier très difficile. Et l'équipe a aussi un coach. Et aussi, elle a un coach. Donc ça peut être des gens qui peuvent vous apporter des petites pistes, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Quelqu'un comme toi, par exemple, ou quelqu'un comme moi, on peut poser des questions. Coach ne veut pas dire, comme on disait tout à l'heure, de donneur de leçons. Non, c'est juste vous aider à réfléchir. J'aime beaucoup, je crois que c'est Michael Jordan à qui on avait posé la question, mais avec le niveau de basket que vous avez, Michael, pourquoi avez-vous encore besoin d'un coach? Et il a répondu, écoutez, je n'ai pas encore le don de me voir jouer moi-même. Et là, voilà,
on ne peut avoir besoin d'un coach, d'un accompagnant qui peut dire bah, tiens regarde t'as pensé à ça ou bien voilà regard extérieur qui nous aide à recadrer ou à penser à des choses qu'on n'avait pas pensé Tout parce à que fait, voilà et ça c'est quelque chose parce qu'il y a cette notion dans notre civilisation, dans notre culture où on a cette croyance de on va faire tout seul, on va tout réussir tout seul, il faut faire tout seul. Non, j'ai besoin d'aide, ben j'ai le droit de demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Personne ne vous donnera la bonne note parce que vous avez réussi à faire tout seul. Ouais. Non mais c'est exactement ça. Autant dans le couple que si on est parent solo, malheureusement il y en a de plus en plus. C'est aussi demander de l'aide à l'extérieur. Oui. On peut pas assumer tous les rôles tout le temps du matin. Non. Encore plus pour les parents solo. Oui. Entourez-vous d'amis, de familles, de professionnels. Enfin, des choses, il y en existe. Heureusement, de plus en plus. Il y a vraiment moi je trouve qu'on a de la chance d'être parents à notre époque, parce qu'on a accès à des informations, à un éveil de la conscience sur vraiment le côté neurosciences, le côté physiologique, voilà, nécessaire au bon développement de l'enfant, qui sont ultra précieux. Et c'est pas la vision de Tintin, la vision de Dupont, la vision de machin, et on essaye. Non. Maintenant, on sait techniquement ce qui se passe dans le cerveau au moment où on crie sur l'enfant. On sait ce qui voilà, le côté vraiment neurosciences pure, il est vulgarisé et à disposition de tout le monde qui veut en tout cas y accéder. Ouais. Alors, complètement d'accord. Et en même temps, ce que j'entends beaucoup, et là où c'est compliqué, c'est la différence qu'il peut y avoir entre ce qu'on est en train de découvrir depuis 10, 15, 20 ans et puis les habitudes ancrées familiales de notre maman ou qui va venir et qui va pas comprendre pourquoi mais laisse l'enfant pleurer machin. Ben non parce que l'enfant qui pleure trop on le laisse pas tout seul pleurer parce que au niveau c'est neurotoxique. Voilà, c'est neurotoxique mais ça c'est difficile parce que moi j'ai mes patientes qui sont dans ce cheminement de faire un peu différemment et elles se retrouvent avec leur propre maman ou la belle-mère ou tati qui vient dire mais non mais c'est pas comme ça mais de mon temps. Ben oui mais ton temps là c'était un temps, on avait des informations, il y avait des informations qui étaient pas encore passées, maintenant il y a de nouvelles informations. On peut faire différemment et ça c'est quelque chose. Alors c'est très intéressant ce que tu soulèves parce que c'est quelque chose que évidemment j'ai eu nombre de fois comme question, comme situation. Et ce que je leur rappelle, c'est que c'est pas parce qu'on fait autrement qu'on leur reproche d'avoir fait comme ils ont fait. C'est ça. Ils ont fait avec les moyens du bord, du moment, avec la réalité, avec l'urgence à laquelle eux devaient faire face. Émotionnelle, sociale, peut-être alimentaire aussi, parce que même aujourd'hui, en 2022, selon le niveau social dans lequel on est, on n'a pas non plus les mêmes urgences et les mêmes capacités de priorité. Donc, encore aujourd'hui, c'est le cas, mais peut-être que une génération qui était en pleine guerre ou qui sortait de la guerre avait plutôt une urgence de sécurité physique, d'alimentation, de besoins primaires. Et donc, forcément, les besoins émotionnels n'étaient pas prioritaires parce qu'on était en mode survie. Donc, à cette époque-là, c'était adapté. Bien sûr. Parce qu'il fallait, entre guillemets, faire survivre l'espèce. Alors, c'est de façon très simplifiée, mais on est un peu quand même là-dedans. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette insécurité. On va peut-être y retourner un jour, malheureusement. On peut pas. On va pas le souhaiter quand même. On va pas le souhaiter, mais en tout cas, je veux dire, on n'est pas à l'abri non plus. Non. Mais aujourd'hui, pourquoi on peut arriver à ce niveau de préoccupation? Parce que grâce à eux qui ont assuré cette sécurité de besoins physiologiques primaires, on a survécu, on a évolué et on a suffisamment maintenant de disponibilité cérébrale pour aller penser aussi à toute la sphère émotionnelle, toute la sphère sociale que ça représente. Donc, faire autrement n'est pas leur manquer de respect, bien au contraire. C'est au contraire leur dire merci, grâce à vous, je suis arrivée aujourd'hui avec suffisamment de conscience et de disponibilité